muchas gracias por la invitación y la oportunidad de participar en este importante evento. Yo puedo decir que tengo vínculos de amistad y solidaridad con Venezuela que son casi en otra vida, pero en fin es el proceso de cambio que tenemos que enfocar en este foro y destacar también la importancia de los cambios que se han dado tanto en Venezuela y por supuesto también en Cuba con la Revolución Cubana. Voy a seguir en francés con su permiso, pero de todas formas vamos a divagar entre francés y español. L'événement a été lancé hier après-midi avec deux interventions qui m'ont semblé absolument fondamentales et qui permettent en fin de compte de cerner l'importance des inégalités qui existent dans le nouvel ordre mondial. D'un côté, Micol nous a dressé un portrait du processus d'appauvrissement au niveau planétaire, basé essentiellement sur des chiffres officiels des Nations Unies. Souvent ces chiffres fausses parce que les Nations Unies et particulièrement la Banque mondiale ont essayé de camoufler ces enjeux. Mais néanmoins, nous avons d'un côté un bilan d'appauvrissement généralisé des peuples qui date de l'époque coloniale, mais qui ensuite reprend de l'ampleur depuis les années 80, surtout avec les mesures du Fonds monétaire de la Banque mondiale. Et de l'autre côté, nous avons un témoignage de Arlene Rodriguez qui nous présente les acquis de la révolution cubaine. Et ces acquis c'est quasiment un contre-discours parce que si je pense aux actions du Fonds monétaire international que j'ai suivies depuis les années 80, eh bien, la logique, c'est de dire nous arrivons avec un prêt à l'appui des réformes, mais les conditions, c'est fermer vos écoles et fermer vos hôpitaux. Explicitement, tous les pays en développement, avec quelques exceptions, ont été soumis à cette médecine économique qui vise essentiellement à appauvrir les peuples. Et ce n'est pas quelque chose d'accidentel, c'est quelque chose de planifié. En retour, nous avons le projet cubain avec toutes ses difficultés, ses contraintes, le régime de sanctions où aujourd'hui les régimes de santé démocratisés au Canada, au Québec, 7 ou 8 mois pour voir un spécialiste, voire même 1 an pour avoir un scan. Et je sais que ces services à Cuba sont disponibles pour toute la population, de telle sorte que là vous avez la dualité d'un ordre mondial où les peuples sont appauvris d'un côté, et vous avez des expériences, pas seulement Cuba, mais d'autres pays qui ont refusé de se plier à l'ordre néolibéral. Et c'est ça qui est important. J'aimerais expliquer comment fonctionne le Fonds monétaire international, parce que c'est quelque chose que j'ai analysé en détail.
le Fonds monétaire international n'est pas nécessairement le pouvoir économique. Il agit en fonction du pouvoir économique. C'est un instrument du pouvoir économique, c'est une bureaucratie. Donc c'est un instrument de Wall Street. Dans tous les pays africains, avec une ou deux exceptions, je mentionnerai tout à l'heure, et en Amérique latine, le Fonds monétaire et la Banque mondiale sont arrivés depuis le début des années 80 avec ce qu'on peut appeler les prêts à l'appui des réformes. Le prêt à l'appui des réformes, ou autrement dit, le programme d'ajustement structurel. Et qu'est-ce qui se passe? Les pays sont endettés, ils ont des créances à rembourser, et s'ils ne remboursent pas les créances, ils sont mis sur la liste noire. Alors le Fonds monétaire envoie une mission et ils ont dit, en anglais bien sûr, "We are here to help you." "We are here to help you and we have a loan of $500 million." Ok, c'est bon, c'est $50, mais imaginez que c'est $500 millions. C'est ce qu'on appelle un prêt à l'appui des réformes. Et c'est un prêt à décaissement rapide parce que le pays va le recevoir immédiatement. Mais généralement, c'est un appui à la balance des paiements. Je n'entrerai pas dans les technicalités. Mais avant que ce prêt, avant que la première tranche de ce prêt peut être reçue par le ministre des Finances, prenez l'argent. Attendez. Avant que l'argent est donné au ministère des Finances, il faut que les conditions rattachées à l'accord de prêt soient respectées et remplies. Et c'est là où l'enjeu de fermeture des écoles et des hôpitaux rentre en jeu. Ce n'est pas... Souvent c'est explicite, ils vont l'indiquer dans la composition sectorielle. Mais souvent ce sont des contraintes budgétaires. Ils diront également vous devez déréglementer le commerce pour que nous puissions déverser les surplus agroalimentaires. Alors ça, dans bon nombre de pays, ça mène à l'effondrement de l'agriculture. Mais le problème, c'est que je pense que vous avez bien compris. Le problème, c'est que le pays en lui-même, le service de la dette est de 1 milliard par année. Rendez-moi l'argent, 500 millions, mais vous avez encore un autre 500 millions à payer. Ce que je veux signifier par ça, c'est que ça, c'est un mécanisme d'enclenchement pour faire rembourser les créances. C'est de l'argent totalement fictif. Quand la Banque mondiale et le Fonds monétaire donnent de l'argent, prêtent de l'argent aux pays en développement, c'est un mécanisme d'abord pour détruire leur souveraineté en ce qui concerne les conditions, les conditionnalités qui sont imposées, mais en même temps, c'est une manière d'obliger le pays de rembourser par conséquent cet argent-là est d'acheminer vers le collectif des créanciers, que ce soit le Club de Paris ou le Club de Londres. Et ça me fait... C'est quelque chose qui n'a pas été inventé par le Fonds monétaire. Ça fait partie des pratiques d'usure qui existaient dans les sociétés traditionnelles ou dans les sociétés féodales ou même en Amérique latine sous le hacienda. Quand le paysan est endetté à l'endroit du seigneur ou du propriétaire, il dit bon, Señor, disculpe, no puedo pagar, no puedo reembolsarlo. No se preocupe, mi hijo. Yo lo voy a prestar el dinero y con el dinero que lo presto me va a reembolsar. Es exactamente esto.
C'est exactement ça le mécanisme des créances au niveau international, et c'est de cette manière-là, au courant des plus de 30 ans, ou du moins durant 3 décennies, que les pays ont été appauvris, assujettis, détruits, leurs ressources ont été appropriées, on a obligé ensuite les gouvernements à vendre les sociétés d'État à des entreprises privées étrangères afin de nouveau de rembourser les créances. Et par conséquent, ce modèle, il est bien ancré, c'est la politique néolibérale, mais c'est une pratique en fait bureaucratique et interventionniste. C'est pas le libre marché, aucunement. Et ce que je veux signifier, c'est que les pays qui refusent de se plier à ces procédures, soit sont mis sur la liste noire, on déstabilise leur système financier, ou bien ils sont tout simplement envahis par opération militaire. Et j'en viens à la question de la Libye. Et je crois qu'il faut comprendre, quel que soit notre point de vue concernant le gouvernement déchu de Muammar Kadhafi, la Libye est le seul pays en Afrique qui avait un niveau de vie comparable au nôtre, avec un taux une espérance de vie de 70 années, une couverture quasiment universelle au niveau éducation, santé, avec des taux d'alphabétisation de l'ordre de 90%, et avec un revenu décent. Je ne veux pas dire que la pauvreté n'existait pas, mais si on compare la Libye à n'importe quel autre pays si vous voulez, qui a été soumis à la Mexique.